apprentissage semi-supervisé. Donc nous aurons 6 papiers dans cette session. Et donc la première présentation sera une présentation de Chatu Pétale sur l'apprentissage deep learning, sur des graphes. Alors c'est un papier qui a déjà été publié, il me semble. Alors vous avez 10 minutes pour présenter et puis 5 minutes pour les questions. D'accord. Ça, c'est ce que j'avais fait. Donc bonjour, je m'appelle Chatu Pétale, je suis doctorant à l'Université de Paris à Informatique CDC. Je vais vous présenter notre travail qui porte sur l'embedding et le clustering de nœuds dans des graphes attribués. On commence par le contexte et les motivations du travail. On s'intéresse au clustering de nœuds dans des graphes attribués. Un graphe attribué, c'est un graphe qui, en plus de la structure en graphe, contient des attributs dans les nœuds ou des features. Le problème qui existe, c'est que l'état de l'art du clustering de graphes attribués, les méthodes ont généralement une complexité computationnelle assez importante, surtout les méthodes qui utilisent les graph neural networks. Du coup, on propose notre méthode GCC pour Graph Convolutional Clustering, qui se base sur la convolution graphe simple, et qui est donc supposée être relativement rapide, et qui adresse les deux tâches d'embedding et de clustering en même temps. Donc, pour le modèle, étant donné un graphe attribué, c'est-à-dire une matrice d'adjacence en plus d'une matrice de feature, la matrice d'adjacence c'est A et la matrice de feature c'est X, on formule le problème comme suit. On essaie de reconstruire une matrice qui agrège les informations du graphe, c'est-à-dire A et X, à travers un encodeur et un décodeur. Et on a ça c'est le terme de reconstruction, et on a un terme de clustering qui est similaire à l'objectif des K-means sur la représentation latente ou l'embedding que génère le modèle. On a G qui est la matrice de partitionnement et F qui est la matrice de centroïde. Et on a alpha qui régule le compromis entre clustering et reconstruction. Pour simplifier ce problème encore plus, on définit l'encodeur comme étant une transformation orthogonale et le décodeur comme étant sa transposée. Et on met alpha à 1. Pour la fonction qui agrège les informations du graphe, on la définit comme T à puissance P fois X, où T est une matrice construite à partir de la matrice d'adjacence. En ajoutant des autoboucles à la matrice d'adjacence et ensuite en faisant une normalisation symétrique et en ajoutant des autoboucles à nouveau et en faisant une normalisation en ligne. Ça a deux effets. Ça fait que cette fonction d'agrégation-là se comporte comme un filtre passe-bas sur le signal du graphe. Et ça fait que chaque nœud est défini comme une moyenne pondérée de ses voisins. Au final, on se retrouve avec cette formulation à un seul terme, où on minimise l'erreur de reconstruction entre les données où la propagation a été faite et les centroïdes reconstruits. Intuitivement, ce que fait le modèle, c'est qu'il apprend une première représentation des nœuds à travers la propagation d'informations, et qu'ensuite il apprend un embedding et un clustering itérativement. On se retrouve à la fin avec une partition des nœuds et un embedding qui est supposé avoir une structure de clustering.
Pour l'optimisation, on fait de l'optimisation d'alternance, donc on fixe deux des trois matrices W, G et F, et on résout pour la troisième en alternance. Et W est, à la fin W est définie comme la matrice orthogonale la plus proche de T à la puissance x transposée fois G par F. G est construite par la deuxième étape de l'algorithme déterministe. Et F est juste une moyenne des embeddings fait à partir de la matrice de partition G. En bas, on a la complexité de l'algo. La complexité totale de l'algorithme est similaire à celle déterministe, plus une étape de préprocessing qui est celle de l'agrégation d'informations, qui est généralement assez rapide parce que la matrice d'adjacence est supposée être sparse, généralement. La sélection de l'ordre de propagation P est très importante pour la performance du modèle, parce qu'un P trop petit peut signifier que pas assez d'informations est propagée, alors qu'un P trop large peut causer un surlissage du signal du graphe. Du coup, on propose une règle de sélection de P, où on sélectionne le P, telle que l'erreur entre la différence de l'erreur entre le modèle entraîné pour P et P-1 est inférieur à une constante qui est relative à la taille du modèle, du dataset. Passe à la partie expérimentale, et on teste le modèle sur 4 datasets qui sont des datasets en graphe attribué de citation. Et on compare le modèle à 3 types de méthodes. Les méthodes qui utilisent uniquement l'information dans X, les méthodes qui utilisent uniquement les informations dans A, et les méthodes qui utilisent les deux, qui sont généralement les méthodes de Tala. On a en bas les premiers résultats, c'est les temps d'exécution du modèle comparé à d'autres méthodes. Et on voit que le modèle est soit plus rapide, soit fait aussi bien que les autres modèles. Pour les résultats sur le clustering de nœuds, on voit déjà que les méthodes qui utilisent A et X font généralement mieux que les méthodes qui utilisent uniquement X ou uniquement A. Et on voit que notre modèle bat les autres sur 3 des 4 sets et fait quasiment aussi bien sur le troisième qui est Pumet. Pour la partie embedding, on a là des projections en 2D des données initiales sur la colonne la plus à gauche. Supposé y avoir 3 colonnes là. Et la deuxième colonne et la troisième colonne, c'est des projections des embeddings générés par le modèle. On voit que pour les données initiales, l'algorithme de projection, qui est TS1, je crois, n'a même pas trouvé de structure. Alors que pour ceux du modèle, il y a une structure de clustering à peu près. La dernière expérimentation qu'on a menée, c'était de comparer la normalisation proposée face à 2 normalisations standards. C'est les normalisations marche aléatoire et symétrique. Et on a que le GCC utilisant notre normalisation a l'accuracy maximale sur 3 des 4 datasets, mais que surtout il est beaucoup plus stable que les autres. En conclusion, on a proposé un modèle qui adresse les tâches de clustering et d'embedding de nœuds d'une manière simultanée et qui fait mieux ou est aussi bon que les méthodes de l'état d'art sur la tâche de clustering de nœuds dans des graphes attribués. Pour les perspectives de ce travail, on voudrait trouver un moyen d'utiliser des alphas pas forcément égaux à 1, tout en
gardant la nature efficace du modèle, et de possiblement étendre le travail au clustering, qui est un clustering simultané sur les lignes et les colonnes. Alors, merci. Merci beaucoup pour cet exposé. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, merci pour vos exposés. On remarque assez tôt dans votre présentation, vous dites que le spectre est compris dans 0,1 et que du coup, ça fait un filtre passe-bas et que ça m'a complètement perdu. Est-ce que vous pouvez détailler pourquoi? Oui. Merci. C'est pour la question. En fait, il y a une grosse théorie spectrale derrière les graph neural networks. Et les graphes convolutional networks ont été proposés comme quelque chose d'équivalent aux convolutional networks pour les images. Du coup, ils voulaient étendre ce concept pour les graphes, mais il n'y avait pas de concept de convolution sur les graphes parce que, genre, dans les images, on a que les pixels sont localisés. Donc, on a un pixel en haut, un pixel à gauche, un pixel. Mais il n'y avait pas ça pour les graphes. Parce que vous pouvez y avoir plusieurs, je sais pas, un nombre arbitraire de voisins. Du coup, l'idée c'était d'utiliser le spectral graph, le signal graph processing pour définir une notion équivalente à la convolution. Et cette notion-là, elle fait qu'au final, on a que les GNN se comportent presque comme des filtres passe-bas. Parce que dans la théorie du signal, un signal, c'est un signal, dans les graphes, le signal, c'est le spectre de la matrice laplacienne. Du coup, pour créer un filtre, il faut filtrer le spectre de la matrice laplacienne. Et un filtre passe-bas, c'est un filtre qui laisse passer les fréquences les plus basses, c'est-à-dire les petites valeurs du spectre. Et nous, on propose un filtre qui se comporte vraiment comme un filtre passe-bas, parce que les GNS, c'est presque un filtre passe-bas, mais c'est pas vraiment un filtre passe-bas. Je suis désolé si c'est pas clair. Est-ce que cela revient à enlever les nœuds, enfin les connexions des nœuds qui ont des degrés les plus faibles? Non, c'est vraiment il faut vraiment travailler sur les valeurs, les eigenvalues de la matrice d'adjacence. D'accord. D'autres questions? Moi, j'avais peut-être une autre question, c'est sur la technique d'optimisation. Du coup, j'ai parlé de deep learning au tout début en introduisant, mais finalement, c'est pas de la propagation de radians. Je me suis aperçue que j'avais fait une erreur, c'est plutôt de l'optimisation alternée, c'est ça? Oui. Comme dans les cas moyennes. Oui. Mais on a du coup trois étapes d'optimisation. Exactement, oui. Et les problèmes de convergence? Je ne sais pas comment on a fait d'études sur la convergence, mais la loss décroît de manière monotone, ça c'est sûr. Donc si ça décroît, ça devrait converger. D'autres questions? Non? Et à distance, aucune question non plus? Non. Eh bien, écoutez, nous vous remercions pour votre exposé. Et nous allons passer à l'exposé suivant, qui est l'exposé de Mohamed Lamine Messagne sur la détection d'anomalies dans les flux de graphes et attaque d'empoisonnement. Vous avez le micro là, et je vais éteindre celui-là, et vous avez 10 minutes pour présenter. J'arrive pas à l'éteindre celui-là. Attends, je vais le faire.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mohamed David Messaï, maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 2 et membre de laboratoire IRIC. Et dans cet exposé, je vais vous parler de la détection d'anomalies et une vulnérabilité qui peut toucher les approches qui permettent de faire la détection d'anomalies dans les graphes, qui est l'attaque par empoisonnement. Je vais essayer de suivre rapidement ce plan. Donc, je vais présenter qu'est-ce qu'une anomalie, les méthodes, une vue globale, puis qu'est-ce que l'attaque d'empoisonnement et notre cas d'étude qui a pris comme méthode FAID pour réaliser une attaque d'empoisonnement, et je vais terminer par une synthèse. Donc, pour expliquer rapidement le contexte, donc on génère beaucoup de données actuellement, et parmi les SGBD qui permettent de traiter les données massives, on trouve la famille des SGBD orientés graphes. Donc, actuellement, on ne s'intéresse pas à la donnée en elle-même, mais plutôt aux liens qui se trouvent entre ces données-là. Donc, qu'est-ce que vous likez, qu'est-ce que vous suivez comme document, etc. Et ça permet, par exemple, dans un cadre bien défini, de faire un profil. Donc, on trouve la modélisation de données par les graphes est omniprésente. Elle est intuitive, flexible. Je peux ajouter un nœud avec des arêtes. Bien évidemment, il y a beaucoup de classes de graphes. Donc, la présentation d'avant, elle s'intéressait aux graphes attribués. Et on utilise aussi les graphes pour tout ce qui est visualisation des données. Donc, qu'est-ce qu'un graphe dynamique? Donc, par exemple, c'est un graphe qui, en temps T1, on a 3 nœuds, et après, ce graphe-là évolue dans le temps par l'apparition de nouveaux nœuds, nouveaux arêtes. Voilà, c'est quelque chose de structurel, et en même temps qui est estampillé dans le temps. Donc, c'est une évolution de graphes dans le temps. Et il est très utilisé autour de tout ce qui est cybersécurité pour modéliser des données volumineuses. Maintenant, qu'est-ce qu'une anomalie? Donc, c'est un comportement anormal qui diffère du comportement prévu. Par exemple, je vais donner 3 exemples. Donc, on a un graphe qui contient 2 communautés, et on a à l'instant T1 qui va changer de communauté brusquement. Donc, ça, c'est un comportement anormal d'une U. Un autre exemple qui permet de montrer une anomalie, c'est que le nœud U qui appartient à cette communauté ici en bleu, et à un moment donné, il y aura beaucoup de flux entre le nœud B et U qui est inattendu, et là, on peut dire que c'est une anomalie. Aussi, on peut regarder les patterns. Par exemple, on a un réseau ad hoc. Voilà le comportement normal à un T1. Ensuite, on va remarquer qu'il y a 2 nœuds qui arrivent et qui essaient de communiquer avec les autres. Donc, c'est une apparition d'un sous-graphe ou d'un sous-cluster. Aussi, on peut regarder aussi un T2 qui a beaucoup de liaisons qui ont été coupées. Donc, il n'y a plus d'arête entre ces nœuds-là. Et ça peut refléter une panne réseau. Donc, les méthodes de détection d'anomalies, ils essayent d'être optimales en question de complexité en temps et de mémoire. Ils essayent d'être extensibles, robustes aussi quand il y a une donnée qui contient un peu de bruit intentionnel, et aussi adaptative parce qu'une anomalie peut se métamorphoser entre guillemets dans le temps. Donc rapidement, une petite classification. Donc, dans la littérature, on trouve beaucoup de travaux qui parlent de la classification dans les graphes. Donc, selon le type de graphe, on peut classer les méthodes de détection d'anomalies, un graphe attribué, non attribué, selon le type d'anomalie qu'on veut détecter, le nœud, l'arête, le pattern, selon la technique de décomposition. On utilise du machine learning, on utilise des modèles probabilistes, etc. Et selon la technique de représentation, est-ce qu'on utilise l'apprentissage automatique sur les données ou on utilise de feature engineering, qui est l'extraction des informations à partir de jeux de données, et à partir de là, on construit notre modèle. Donc, on a étudié l'état de l'art et on s'est intéressé à la dernière
méthode de détection d'anomalies qui s'appelle F8 et qui a été publiée en 2021. Et on a essayé d'appliquer une attaque d'empoisonnement sur cette méthode-là. Donc, on a constaté que, certes, les méthodes qui ont été proposées sont optimales en termes de complexité de mémoire et de calcul, mais il n'y a aucune étude qui permet de quantifier ou de voir si ces méthodes-là sont vulnérables ou pas sur le processus d'apprentissage. Donc l'attaque par empoisonnement, donc il y a beaucoup d'attaques qui touchent le processus d'apprentissage automatique. Il y a des attaques qui touchent l'apprentissage pendant ou avant la construction du modèle. Il y a des attaques qui touchent le modèle en lui-même. Par exemple, l'attaque par évasion qui cherche à modifier un petit peu l'input pour avoir quelque chose d'inattendu en output. Donc on s'est intéressé à l'attaque d'empoisonnement. Et là aussi, il y a plusieurs, on va dire, sous-attaques. Par exemple, dans un contexte supervisé, on essaie de modifier les étiquettes pour brouiller le modèle qui va être produit, ou on va injecter nous-mêmes nos propres données malveilleuses. Donc, on a constaté que déjà les méthodes supervisées, semi-supervisées se basent sur la véracité de données, c'est-à-dire que les données sont fiables. Ce qui n'est pas toujours vrai dans les applications réelles. Et aussi, les méthodes non supervisées, ils ont une phase d'initialisation où ils entraînent le modèle qui va être construit au début et qui va suivre le flux de données et les dynamiques à partir de là. Donc, on s'est intéressé à cette méthode-là, la dernière qui a été publiée, et on a essayé d'injecter, donc c'est une méthode sur laquelle ils ont fait beaucoup de comparaisons avec les autres méthodes de détection d'anomalies de la littérature, sur des jeux de données différents, un jeu de données synthétique et 7 jeux de données réels. Et on a essayé de voir comment on peut injecter des données dans la phase d'initialisation afin de faire passer une attaque là où le modèle est déjà déployé. Donc l'empoisonnement, c'est quoi? Donc on a pris cette méthode-là dans la phase d'initialisation, on a injecté des flux entre paires de nœuds qu'on a choisis aléatoirement. Et quand on injecte beaucoup de communication sur un nœud cible, cela peut comporter à quelque chose de similaire d'une attaque de déni de service. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on va apprendre le modèle sur le dataset, là où il y a des données injectées, pour par la suite, lorsque le modèle est déployé, on injecte une vraie attaque de déni de service, et là, le modèle ne voit rien en fait. Pour lui, c'est un flux normal. Donc, on a pris 2 jeux de données de la cybersécurité. Donc, ici, on voit qu'avant l'empoisonnement, la méthode F8 arrive à voir le flux qui est anormal. Mais après avoir fait l'empoisonnement, le seuil est inférieur à ce seuil de détection, c'est-à-dire que la méthode ne voit pas l'attaque de déni de service. Alors, qu'est-ce qu'on a proposé? Dans la littérature, il y a une autre méthode qui s'appelle MIDAS, qui a été proposée en 2020 et qui est basée sur les modèles probabilistes. On a utilisé cette méthode-là qui a été destinée à la détection de déni de service et on l'a utilisée comme filtre. Donc, dans la phase d'initialisation, quand une arrête arrive, on va d'abord la faire passer à ce filtre MIDAS qui va donner une probabilité sur l'arrête S normal ou pas. Donc, il est basé sur les fréquences d'apparition des arêtes dans le temps passé. S'il s'agit d'une anomalie, donc cette arête, elle ne peut pas être utilisée pour entraîner le modèle de F8, sinon elle peut être utilisée pour l'entraînement du modèle.
Et là, avec F-Fade+, qu'on a appelé avec le filtre, donc on arrive à détecter quelles sont les données qu'ils ont. Si on fait des injections sur la phase d'initialisation, sur une méthode qui se base sur la véracité de données, on applique un autre filtre qui permet de dire est-ce que cette arête elle est anormale ou pas. Mais les résultats sont là. En fait, on voit que ce filtre-là permet d'éviter l'attaque de déni de service à la méthode FA. On a essayé de voir aussi le temps d'exécution. Quelle est la complexité en temps engendrée par l'ajout du filtre? Et on trouve que c'est quelque chose de tolérable, en fait, par rapport à la méthode FA. Alors, je conclue. Donc, ce travail a été réalisé dans le cadre d'un stage de master. Ces résultats-là que j'ai présentés, c'est les premiers résultats. On a essayé de s'intéresser à la dernière méthode qui dépasse les méthodes de la littérature. Et on a prouvé qu'elle est vulnérable à l'empoisonnement. Et on a essayé de proposer un premier résultat qui permet de faire la sécurisation de cette méthode. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Alexandre. J'ai une petite question, je ne sais pas si vous êtes dans un amphithéâtre utile. Ah oui, personne à distance. Désolé, je vais être distancié, j'ai plus l'habitude. Ouais, non, j'ai une petite question. Donc, d'abord, merci pour ta présentation, c'était très clair, puis c'était amusant, entre guillemets, de voir ce que c'était que l'empoisonnement. Moi, j'avais juste une petite question sur, parce que Midas, j'imagine qu'il a des propres erreurs, donc dans quel cas est-ce que les erreurs de Midas vont gêner votre apprentissage? C'est-à-dire dans quel cas, en fait, il va éliminer des trucs qu'il n'aurait pas vu? Merci pour votre attention, c'est très intéressant et bien vu de votre part. En fait, Midas aussi, elle est empoisonnable. Par contre, elle est empoisonnable dans un seul cas, c'est que l'empoisonnement arrive au début. C'est-à-dire dans votre dataset, l'empoisonnement il est là au début. Midas, elle dit qu'elle va extraire les fréquences qui sont entre les deux nœuds, et elle va dire que la fréquence qui vont venir, ils seront autour de la probabilité de la moyenne des fréquences passées. Donc si l'empoisonnement arrive tout au début, et c'est un grand empoisonnement, on va dire, on a beaucoup de lignes qui va brouiller la construction du modèle, là, effectivement, Midas, elle est empoisonnable. Mais si l'injection arrive au début, généralement, si on applique ça dans un domaine réel de réseau, par exemple, on peut dire qu'au début, il y a énormément d'échanges pour la pile protocolaire OSI, tout ça, les protocoles qui... Et là, l'injection, l'attaquant ne peut pas, entre guillemets, être présent dans cette phase-là. Donc, c'est juste le fruit d'un début de travail qui va être... Mais on voulait, en quelque sorte, faire la lumière sur... on utilise beaucoup d'apprentissage automatique, le fédéré qui vient, voilà. Mais est-ce que ces méthodes-là, de point de vue sécurité, sont secures, en quelque sorte? Parce que si on les déploie comme ça dans l'usage, on va dire, dans les applications réelles, est-ce qu'on peut les contourner? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des... Il y a la question. Merci pour l'exposé. Juste une question candide. C'était par rapport en fait aux fréquences justement d'attaque. Je me suis posé la question si on ne s'appuie pas sur la fréquence au nombre d'attaques, mais plutôt sur la puissance de l'attaque. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait une torsion justement des données, mais très forte, mais pas de fréquence, est-ce qu'ils sont capables quand même ces algorithmes de les détecter?
Merci de votre question. Eh bien, oui, parce que en fait, le jeu de données, on modifie le jeu de données, mais l'apprentissage, il est fait sur la fréquence qu'on extrait de ce jeu de données-là. Donc, oui, si on modifie le jeu de données, ben, on aura une modification du modèle derrière. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question ou... Sinon, on aura l'occasion d'échanger. Je pense que peut-être que la question est aussi sur le type d'attaque que vous étiez capable de détecter. Bah, et ici... aussi la résistance éventuellement à la dérive de concept, c'est-à-dire que quand la fréquence change naturellement dans le temps, est-ce que vous en tenez compte ou non? Oui, donc par rapport au type d'attaque, au type d'attaque, on s'est intéressé au déni de service et au déni de service distribué. Quand il y a une explosion de communication vers un nœud donné. C'est juste ça. Maintenant, l'explosion dans le temps, en tout cas, si un nœud est ciblé par un nombre important de communications, on considère ça qu'on voulait le faire à pied, en fait. On ne voulait pas que ce nœud-là s'en sort. C'est-à-dire que c'est un déni de service, ça sort de l'ordinaire. D'accord. Il est temps de passer. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer au troisième exposé qui va être à distance et qui va porter sur la génération de données synthétiques à partir des copulants. Alors l'exposé sera fait par Odile Benali. Bonjour, vous avez 10 minutes pour présenter. Le micro est coupé. Le mien? Non, faut dire que le micro est coupé. Il faudrait que vous remettiez votre micro. Bonjour mesdames, messieurs. C'est bon? Pour nous, c'est bon, vous pouvez y aller. Merci. Donc, bonjour mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre travail intitulé MT-Copula, un générateur de données synthétiques complexes en utilisant le copil. Pour présenter la complexité de notre problématique, imaginons que nous voulions générer une grosse quantité de données en se basant sur un petit échantillon, exposant des dépendances complexes et mélangeant un ensemble de données catégorielles et continues, et tout ça dans un contexte de grande dimensionnalité. L'objectif donc est de générer une grosse quantité de données en se basant sur un petit échantillon, tout en conservant les caractéristiques de la donnée de départ, telles que la distribution des attributs et la dépendance entre eux. De plus, la donnée générée doit correspondre d'une manière structurelle et formelle à la donnée de départ, afin que tout travail effectué sur la donnée de départ puisse être effectué sur la donnée générée. Pour cela, plusieurs méthodes ont été proposées dans la littérature. Parmi ces méthodes, on trouve l'inverse transform sampling. Cette méthode consiste à fixer les distributions marginaux, après utiliser ces distributions pour faire la génération de la donnée synthétique. Or que le problème avec cette méthode, c'est qu'elle ne permet pas de modéliser la dépendance entre les variables, qui est un élément clé dans notre problématique. Une autre méthode qui a été largement utilisée dans la littérature, c'est le General Additive Data Perturbation. Cette méthode consiste à fixer une distribution gaussienne multivariée sur l'ensemble de données, puis utiliser cette distribution avec un bruit afin de générer la donnée synthétique. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle ne permet pas de bien modéliser le comportement marginal des variables, car elle considère des distributions gaussiennes seulement, et elle ne permet de capturer que la corrélation linéaire et elle ne modélise pas la corrélation sur les que des variables. Enfin, pour conclure cette partie, récemment, avec le développement de l'apprentissage profond, il y avait la proposition de plusieurs architectures, notamment les GANs, sauf que le problème est
sauf que le problème avec ces architectures, c'est qu'elles nécessitent une grosse quantité de données. Et il s'agit d'une boîte noire, donc il est difficile d'expliquer à un expert métier comment ces données sont générées. Donc on a un problème d'explicabilité. Afin de résoudre les problèmes soulignés, nous proposons donc d'utiliser les copiles. C'est quoi une copile? Une copile, c'est une distribution de probabilité multivariée. C'est une distribution de probabilité conjointe multivariée dans lequel on peut intégrer n'importe quelle distribution de probabilité univariée continue afin de modéliser le comportement marginal des variables, et elle permet aussi de capturer plusieurs structures de dépendance. Donc cela permet une grande flexibilité dans la construction des modèles statistiques en considérant de manière séparée la modélisation des comportements marginaux de leur interdépendance. Sauf que le problème avec les copiles, c'est que comment déterminer les meilleurs paramètres qui caractérisent le modèle probabiliste. C'est pour cette raison-là que nous proposons un petit copie-là afin d'automatiser ce processus. En fait, un petit copie-là, c'est un système pour la génération de la donnée synthétique en se basant sur la copie, et il peut se résumer en trois étapes. La première étape est dédiée principalement à la préparation de la donnée catégorielle, puisque dans le copile, on peut modéliser que des données continues, donc on doit faire le passage des données catégorielles vers des données continues. Après, on a l'étape de l'apprentissage de la copule. Donc, l'objectif ici, c'est d'identifier les meilleurs modèles de marginal et de copule qui caractérisent la donnée de départ. Enfin, une fois que nous avons appris le modèle, on va l'exploiter pour faire la génération de la donnée synthétique. Dans ce que suit, nous allons se focaliser sur l'élément clé de notre système qui est l'apprentissage des modèles copiles. Donc, pour faire cette étape peut être divisée en deux sous-étapes. La première étape, c'est les marginal fitting. Donc, elle consiste à fitter les distributions marginales des variables. Donc, pour cela, notre système propose deux méthodes. La première méthode, elle est non paramétrique, elle utilise les distributions empiriques. Et la deuxième méthode, elle s'appuie sur la technique de maximum likelihood avec un ensemble de distributions de probabilité bornées afin de fitter les distributions marginaux. Donc, une fois que nous avons identifié les meilleurs paramètres pour chacune des modèles, on va utiliser Likert Entropy Based Information Criterion pour choisir le meilleur modèle qui fit bien le comportement marginal de chacune des variables. Donc, une fois que nous avons fité les distributions marginaux des variables, donc on va utiliser ces distributions afin de créer les pseudo-copiles à observation qui vont servir pour l'estimation des paramètres des copiles. Donc, l'idée ici, c'est de faire, on va essayer de standardiser les données afin d'enlever l'effet des distributions marginales sur l'estimation des structures de dépendance. Donc, une fois que nous avons préparé ces données-là, notre système aussi propose deux méthodes. La première méthode, elle est moment-based et elle utilise le Contalto pour faire l'estimation des paramètres des copiles. Et la deuxième méthode, elle s'appuie sur le maximum likelihood pour faire l'estimation. Une fois que nous avons terminé notre estimation, on va utiliser le critère Likert pour choisir le meilleur modèle. Et le meilleur modèle ici correspond à celui qui fait un bon compromis entre la simplicité des modèles et la bonne performance. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par la bonne performance? C'est le modèle qui minimise, c'est-à-dire la perte d'informations durant le processus de génération de données. Maintenant, nous allons rapporter les expérimentations qui ont été menées pour valider un petit copie-là. Donc, dans un premier temps, afin de valider la capacité de notre système à préserver les dépendances, nous avons mené des expérimentations et à chaque fois, on mesure, c'est-à-dire le RMSE entre la matrice de corrélation de la donnée de départ et de la donnée générée. Et comme vous voyez ici que les méthodes à base de copiles, ils sont capables de mieux
capturer les dépendances par rapport au reste de méthodes de la littérature. Après, pour évaluer à quel point on est capable de préserver le comportement marginal des données de départ, on a mené des expérimentations et comme vous voyez, notre système est capable de bien garder le comportement marginal de chacune des variables de la donnée de départ. Enfin, afin de valider le choix, c'est-à-dire de critères de sélection, donc on a mené des expérimentations et on a remarqué que à chaque fois, c'est-à-dire le modèle qui correspond, c'est-à-dire le modèle qui minimise Likert Information Criterion correspond à celui qui c'est-à-dire capture bien les dépendances et représente et fit bien les données de départ. Donc, enfin, pour conclure, nous soulignons les éléments clés de ce travail. La coupile s'est avérée un élément efficace pour la génération de la donnée synthétique grâce à sa capacité de découpler la modélisation des comportements marginaux des variables de leur interdépendance. Notre système anti-coupile qui est basé sur Likert Information Criterion a montré une grande efficacité dans le choix automatique des meilleurs modèles de marginal et de copile qui fit la donnée de départ. Donc, ce que valide l'intérêt de ce choix. Enfin, le système proposé est un système flexible et extensible. Donc, cela facilite l'utilisation et l'enrichissement de ce modèle dans le futur. Néanmoins, on a encore quelques problèmes à traiter, tels que le problème de l'asymmetric tail dependency. Donc, pour le moment, on utilise le modèle T-copile qui permet de capturer des symmetric tail dependency. Donc, mais cela, c'est-à-dire, c'est pas suffisant parce qu'il se peut dans la réalité qu'on se retrouve avec des cas dans lesquels on a de l'asymmetric tail dependency dans notre donnée de départ, donc on doit traiter ce problème. Et il nous reste encore un autre problème, c'est le traitement des valeurs nulles. Donc pour le moment, on supprime les valeurs nulles si elles existent dans la donnée de départ. Donc on doit travailler pour préserver l'apparition de ces valeurs dans le futur, dans la donnée générée. Donc merci pour votre attention et je suis à votre écoute. Merci. Alors, Thomas et après. Je crois qu'il s'est joué quelques secondes. J'ai mis Thomas en premier. Merci pour la présentation. Ma question elle va sur les données catégorielles. Tu as évoqué le fait que. Du coup, j'espère qu'il y a un slide backup pour essayer de. Donc voilà, donc, comment est-ce que vous gérez ces données catégorielles et si c'est géré dans la pipeline, en fait, derrière, est-ce qu'effectivement, ça a un caractère réaliste sur ces données catégorielles? C'était la bonne question. Ouais, vas-y. En fait, on utilise des distributions de probabilité pour faire le passage de la donnée catégorielle vers la donnée continue. Donc, on essaie de donner, par exemple, pour chaque donnée catégorielle un intervalle en utilisant de truncated Gaussian. On génère des données aléatoires en utilisant une distribution gaussienne tronquée. Et après avoir fait ce passage-là, donc on peut utiliser directement, faire le fitting sur cette donnée encodée en fait. Est-ce que c'est bien ça la question? A priori. D'autres questions? Pour la seconde question, c'était la même? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des questions à distance? Personne ne lève la main à distance? Moi, j'avais une autre question, c'était, vous apprenez d'abord les probabilités marginales, et puis après les copules, et je me demandais quelle pouvait être l'influence de cet apprentissage des probabilités marginales sur l'apprentissage des copules.
est-ce que ça apporte un fort biais sur l'apprentissage ou est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose d'un peu itératif? Oui, donc on a un effet. Pour le moment, ça dépend de la méthode utilisée. Si on utilise des méthodes à base de moments, donc on utilise le compte d'Alto, on n'a pas ce problème-là. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on a opté pour la technique à base de moments, pour éviter ce problème, pour éviter l'effet de l'estimation des marginales sur la qualité d'apprentissage de la copule. Parce que, en fait, le compte d'Alto, c'est un paramètre qui n'est pas impacté par l'étape de standardisation. Ça veut dire, si on va calculer le compte d'Alto, c'est les données de départ avant la standardisation, c'est-à-dire avant le calcul des pseudocopiles, ou bien c'est la donnée d'arrivée après la standardisation, on va avoir le même résultat. C'est pour cette raison-là qu'on utilise le compte d'Alto dans l'estimation des paramètres de la copule pour éviter le problème qui sont dus à la qualité d'estimation des marginaux. Est-ce que c'est ça la question, madame? Oui. Et quand vous parlez de standardisation, vous parlez de normalisation des données ou? Oui, la standardisation, elle est pour objectif, c'est pour calculer d'autres structures de dépendance parce que on a le compte d'Alto et il nous permet de calculer, c'est-à-dire la corrélation, la structure de corrélation pour certains copiles elliptiques comme la copile T et la copile gaussienne, mais on a d'autres structures de dépendance dans lesquelles on ne peut pas les calculer directement en utilisant le compte d'Alto. Donc, on a besoin de s'appuyer sur c'est-à-dire ces pseudo-observations pour faire l'estimation. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai, ça posera un problème. La qualité d'apprentissage des marginaux, ça peut impacter c'est-à-dire la qualité d'estimation des structures de dépendance. D'accord. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Cyril? Alors, effectivement, c'est un peu biaisé parce que je suis co-auteur de l'article, mais je vais quand même poser une question. Tu indiques au début de ta présentation que l'objectif, c'est de pouvoir remplacer finalement les données de faible quantité pour pouvoir passer sur des grands volumes de quantité et faire des tâches d'apprentissage avec des approches plutôt réalistes. Est-ce que tu as des premiers résultats dans cela? Oui, en fait, j'ai mené quelques expérimentations pour faire, c'est-à-dire pour voir à quel point, vous voulez dire à quel point elle est utile la donnée générée, c'est ça? À quel point la donnée générée peut être exploitée pour faire des tâches d'apprentissage avec mon derrière, par exemple. Pardon, j'ai pas bien entendu. À quel point la donnée générée peut être utilisée ensuite pour faire de l'apprentissage? Oui, exactement. Donc, on a fait quelques expérimentations sur les données iris. Donc, on a généré de grosses quantités de données, 1,5 giga de données sur la donnée iris, et on a fait l'apprentissage en utilisant des classifieurs, des KNN et des decision trees. Et c'est-à-dire on a obtenu de bons résultats. Donc, si je me rappelle bien, pour les decision trees, on a obtenu des accuracy, des scores qui variaient entre 71 et 91. Et pour les KNN, on était entre les 80 et les 91. Donc, ça montre l'utilité de ces données synthétiques pour faire et pour améliorer la qualité d'apprentissage. Et du coup, je me remets. Ah, on a eu des suites. Merci beaucoup pour la présentation. Du coup, je voulais savoir si vous avez comparé votre méthode à d'autres techniques de génération de données, comme SMOD par exemple. Et dans ce cas, dans votre expérimentation sur Iris, est-ce qu'en utilisant par exemple SMOD, vous avez des performances meilleures ou moins bonnes? Et puis, la deuxième question, c'est de savoir si ça peut être utilisé aussi pour générer des données qui ont des dépendances plutôt temporelles. D'accord.
Donc, pour la question de SMOT, on n'a pas à comparer avec SMOT parce que je pense qu'avec SMOT, on ne peut pas traiter des données catégorielles. On peut traiter que des données continues. C'est pour cette raison-là que bon, j'ai éliminé la méthode SMOT au départ. Et pour la deuxième question, pardon? Une excuse. Je pense que Smooth, il y a une adaptation qui permet de prendre en compte les données catégorielles aussi. J'ai oublié le nom, mais il y a un préfixe devant, mais ça se termine toujours par Smooth. Et ça serait bien de regarder aussi. Et la deuxième question, c'était de savoir si on peut générer des données qui ont des dépendances temporelles aussi, comme par exemple des séries temporelles. Oui, effectivement. Déjà, c'est-à-dire dans les expérimentations, on a travaillé sur des données qui présentent, c'est-à-dire des séries temporelles multivariées. Donc, on peut utiliser ce framework pour faire la génération des séries temporelles ou bien des séries temporelles multivariées. L'essentiel, c'est qu'il faut, c'est-à-dire préparer bien la donnée, enlever par exemple si on a des problèmes c'est-à-dire de dépendance temporelle entre les données ou bien, parce que si je me rappelle bien, on a la problématique dans la série temporelle, c'est qu'il se peut qu'on aura des dépendances entre les observations. Entre les observations, donc il faut juste enlever cette dépendance temporelle entre les observations. Donc, il faut bien préparer la donnée. Après, on peut utiliser le framework pour faire la génération de la donnée et c'est-à-dire on sera c'est-à-dire on peut utiliser le même pipeline, donc on n'a pas de traitement spécial pour faire la génération de la donnée synthétique. Merci. Nous allons devoir nous arrêter là pour laisser du temps pour les autres orateurs. Je vous proposerais bien d'aller discuter à la pause, mais là, cela me semble un peu compliqué. Mais éventuellement, vous pourrez toujours échanger par mail. Donc, avec les co-auteurs. Ou avec les co-auteurs, voilà, qui est Cyril, qui est là. Non, et Nicolas. Donc, les co-auteurs sont là, vous pouvez aller discuter avec eux. Donc, le quatrième exposé est celui de la Diop, qui va nous parler d'échantillonnage des pixels à forte qualité moyenne, sous contrainte de taille. Donc, 10 minutes. Et je suis ici, D'accord. J'ai 10 minutes pour installer la présentation, c'est ça? Nicolas lance le partage peut-être de... Ouais, super. De. Ah, d'enlever ça, ouais. Vas-y, vas-y. Comment faire pour un... Ça marche pas. Ça fait du bruit. Ouais. Ok. C'est bon. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lamine Diop, je suis docteur en informatique et affaires à l'Université de Tours. Je vais vous présenter ce travail intitulé Échantillon système 7 à forte petite moyenne sous contrainte de taille. Commençons d'abord par présenter le contexte. Ici, on suppose qu'on a une base de données transactionnelle où chaque transaction, où chaque item du transaction a un poids. Supposons qu'on a des paniers. Pour chaque panier, il y a un produit et le nombre la fréquence du produit dans le panier. Et ici, on a donc les prix des produits. Ce qu'on fait d'abord, c'est les sous-ensembles de produits qui sont achetés ensemble et avec des prix les plus élevés. Voilà. La méthode, donc les premières propositions, c'est de trouver l'ensemble des motifs donc, qui ont des utilités les plus élevées et donc qui respectent une contrainte de support, une contrainte d'utilité minimum. Où l'utilité d'un motif, c'est la somme des utilités des occurrences, donc de ce motif dans les transactions. Où l'idée d'une occurrence de motif n'est rien d'autre que la somme des produits, la somme des produits
quantité dans la base de données et puis donc il y a les prix unitaires. Les premières propositions donc rencontrent des difficultés telles que le problème de fixer un seuil d'utilité minimale, le temps de calcul de l'ensemble des motifs qui respectent donc ces contraintes, mais aussi le problème de trouver donc des motifs qui ont des utilités très élevées. Et là, on rencontre la plupart des motifs qui sont retournés ont des utilités très élevées, mais du fait de leur longueur, parce qu'on a des items de faible poids. On a par la suite donc une mesure qui se base sur l'utilité moyenne en divisant par la taille, mais là le problème aussi de seuil minimal, d'utilité minimale et de temps de calcul sont toujours là. D'où par la suite la proposition d'utiliser des top cas. Mais là, le problème qu'on a donc c'est un problème de diversité. C'est pour cela que, comme dans le cas de l'extraction des motifs fréquents, on se dit, pourquoi pas ne pas utiliser aussi donc l'échantillon sorti. Et là, une méthode naïve, donc, c'est il faut avoir tous les motifs du langage avec les utilités, de tirer des motifs, c'est pour composer sur un échantillon de 10 motifs, on tire des motifs, chaque motif est tiré une probabilité proportionnelle à son utilité. Mais là, le temps de calcul de cet ensemble est aussi très élevé. Alors, ce qu'on veut, c'est de tirer directement des motifs à partir de la base de données, où chaque motif est tiré une probabilité proportionnelle à son utilité. Dans la littérature de l'échantillonnage de motifs, on peut caractériser les méthodes d'échantillonnage sortie de motifs sous 4 grands axes. La diversité, donc on va résoudre. Il y a aussi le fait de pouvoir contrôler la sortie en sélectionnant juste cas motif. Il y a ensuite le problème avec la complexité des mesures. Mais il y a un compromis entre la complexité des mesures et le temps de calcul. Moi, ce que je veux, c'est avoir une méthode très rapide qui garantit une bonne diversité, permettant à l'utilisateur de contrôler la sortie, mais aussi prenant en compte des mesures très complexes. Dans la littérature, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de méthode d'échantillon sortie qui permettent de tirer des motifs avec utilité moyenne, et aussi pas de contraintes, donc il n'y en a pas. Alors ce que je veux, c'est proposer une méthode d'échantillon sortie qui permet de tirer des motifs directement par des bases de données avec une utilité moyenne. L'utilité moyenne, c'est l'utilité du motif dans la base de données divisé par sa taille. C'est ainsi que j'ai proposé un algorithme nommé HiSampler, High Availability Artificial Sampling, donc sous contrainte. Je vais montrer l'utilité des contraintes par la suite. Alors, pour ce faire, on a besoin de pondérer une transition. Je rappelle que la méthode que je propose ici, c'est une méthode en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on a besoin, en premier lieu, de pondérer la transaction, de pondérer la base de données transactionnelle. Ici, je propose donc un système de pondération qui base sur les positions des items. Le poids de chaque item donc, dépend de sa position dans la transaction. Et en plus, là, je prends cet exemple avec le A. Ici, donc, on a les utilités des motifs de taille 2. En haut, donc, le oméga L+, donc la somme des utilités des motifs de taille 2, mais contenant A, l'item A. Et en bas, on a la somme des utilités des motifs de taille 2, ne contenant pas A. Donc, à partir de A vers la droite. Et le poids donc, de cette transaction n'est rien d'autre que la somme des utilités des écrans divisé par la taille. Ici, donc, on a 50 plus 110 divisé par 1, 210 plus 110 divisé par 2, ainsi de suite. En faisant ici, je parviens à pondérer chaque transaction de la base de données. C'est la phase de pré-traitement pour le tirage, pour pouvoir faire un tirage pour la suite. Donc, j'entends la deuxième phase, donc la phase de tirage, après cette phase de pondération, on tire une transaction proportionnellement à son poids. Je suppose que c'est la transaction T1 qui a été tirée. Ensuite, je tire alors une norme L, une taille L, disons, donc proportionnellement à la somme des utilités, des utilités moyennes des écrans de motifs dans la transition de taille L. Donc là, donc, L égale 1 à un poids 160 sur 1, L égale 2, 320 sur 2, ainsi de suite.
Et là, je tire donc une taille L proportionnellement à son poids. Je suppose que L égale 2. Et maintenant, il me reste à tirer un motif de taille 2, donc il compte juste de L items, parmi l'ensemble des occurrences de motifs de taille 2 dans la transaction. Comment? Là, j'utilise cette fois-ci une probabilité conditionnelle. Donc, je tire la probabilité de tirer un item à une position donnée dépend de la somme des utilités des items déjà tirés, mais aussi des items qui peuvent être retournés avec cet item-là et qui respectent la contrainte de taille. Donc, c'est une probabilité conditionnelle. La probabilité est AC, c'est la probabilité de tirer A, sachant qu'on n'a rien tiré, mais aussi il nous reste à tirer deux items. Donc, on tire A. Il nous reste donc un item à tirer. B, on ne tire pas. Donc, la probabilité de ne pas tirer B, là, c'est 1 moins la probabilité de tirer B. Ensuite, la probabilité de tirer C. Voilà ce qui nous donne au total. Au final, on a la probabilité de tirer. On tire donc AC avec une probabilité proportionnelle à son utilité dans cette transaction. Pour valider expérimentalement notre approche, on a utilisé quelques études de la littérature, UCI. Là, on dit des contraintes de taille. Donc là, je prends une contrainte de taille minimale égale à 1 pour ne pas tirer l'ensemble vide, j'en ai pas besoin. Et maintenant, je vais varier la contrainte de taille maximale. Donc, sur différents jeux de données avec des tailles différentes, et ainsi de suite. Donc, je me suis posé la question. Je m'intéresse à deux questions. Le passage à l'échelle de la méthode et aussi l'intérêt d'utiliser des contraintes. Pour le passage à l'échelle, là, je vais varier donc M entre 3 et 8, contrainte de taille maximale. Je ne veux pas prendre M très élevé pour éviter de tirer des items très élevés, des motifs, des items 7 avec des poids très élevés, mais avec des faibles items, avec des poids, des items à faible poids, voilà. Donc, des items 7 de la longue traîne. La méthode, donc, avec cette phase expérimentale, je vois que sur les différents jeux de données utilisés, ici sur cette figure, on a en abscisse les comptes de taille maximale qui vont 3 et 8, et on a ordonné le temps de pré-traitement d'abord. Et je vois que sur les différents jeux de données, le temps de pré-traitement est estimé à 10 secondes, ce qui est compréhensible aussi avec une méthode comme ça. Et pourquoi? Parce que le temps de pré-traitement dépend de la taille de la base de données et de la taille des items. Mais il y a donc ce facteur de contrainte maximale qui intervient. D'une manière plus intéressante, on voit que le temps de tirage de motif aussi est très faible. Là, on a des contraintes maximales, on a ordonné le temps de tirage de motif, et on voit que le temps de tirage reste inférieur à 0,12 pour tirer, millisecondes pour tirer un motif. Ça veut dire qu'on peut tirer des milliers de motifs en quelques secondes. Donc, une bonne méthode pour passer à l'échelle d'après ce qu'on a vu ici. Pour les contraintes, donc pour les contraintes maximales, ici j'ai fait la dispersion des motifs obtenus. Donc en ordonnée, on a les tailles, en abscisse, on a les tailles, et en ordonnée les utilités moyennes. Et on voit que quand on n'utilise pas de contrainte de taille maximale, par exemple ici, on perd des motifs qui ont une très bonne qualité, une bonne utilité. Alors, donc là, c'est ça que, bon, il est vraiment très intéressant d'utiliser des contraintes de taille maximale pour éviter de tirer des motifs qui appartiennent à la longue traîne. En conclusion, nous avons proposé donc une méthode d'échantillonnage en plusieurs étapes. La première méthode d'échantillonnage donc dédiée aux items 7 à fort plus moyen. Une méthode exacte et efficace qui passe très bien à l'échelle. On a montré l'intérêt des contraintes maximales et ici donc on a ajouté et en plus-value donc sur les méthodes en plusieurs étapes pour prendre en compte les mesures d'utilité. Donc en perspective, nous voulons utiliser d'autres
appliquer notre méthode sur des données beaucoup plus complexes, telles que les séquences, ou bien même donc appliquer la méthode sur des données en stream. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Des questions? Thomas, Alexandre? Pas le temps pour les dates. Merci Annie. Donc, moi j'ai une question, c'est sur ta proposition. J'aimerais arriver à comprendre en fait qu'est-ce qui caractérise. Donc là, tu as deux fonctions sur tes motifs, une fonction qui va mesurer la taille, une fonction qui va mesurer l'utilité. Et je me demande en fait quelles caractéristiques il faut à ces fonctions pour que ça fonctionne bien et que ça se généralise. Et en particulier, je me suis demandé si tu pourrais faire des item sets avec des fortes tailles sous contrainte d'utilité. Sous contrainte d'utilité. C'est-à-dire d'inverser tes fonctions. Tu vois, tu en as une qui mesure la taille, une qui mesure l'utilité. Est-ce que je peux les inverser? Ok. Là, je pense qu'il n'y a pas d'ordre sur l'utilisation de ces deux-là. Certes, de les séparer, parce qu'on peut travailler avec la méthode sans des contraintes de taille, ou bien sans l'utilité fondée sur la norme. Parce que là, par exemple, l'utilité moyenne, mais il y a d'autres que l'utilité à part qu'on connaissait avec les méthodes exotiques, donc sans la moyenne, multiplié par une utilité fondée sur la norme. Mais cette utilité-là, c'est une utilité fondée sur la norme et un peu spécifique parce qu'il n'y a plus que 1 divisé par l'aire de ce motif-là. Donc la taille de ce motif. Mais il n'y a pas de. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'ordre sur l'utilisation de ces deux-là. Que l'on applique, donc, ce qui se produit, ça n'a pas d'ordre, autrement dit, sur l'utilisation de ces deux-là. Du coup, tu vois, ça pose la question de savoir si ce que tu peux utiliser comme fonction pour caractériser tes motifs peut être généralisé et quelles sont finalement les caractéristiques que tu attends d'une mesure pour lesquelles tu vas pouvoir appliquer ton... D'accord. Là, par exemple, il faut que les unités soient strictement positifs. Donc, les valeurs sur les unités doivent être strictement positives pour que ça marche. Par contre, là, je l'ai fait avec la somme, par simplicité, mais on peut aussi prendre le produit. On peut prendre le cas où l'utilité de l'occurrence, c'est le produit des utilités des items. Ça, c'est possible. Mais là, il faut juste que la valeur sur l'utilité soit strictement positive. Donc, merci beaucoup, Lamine. Ta présentation. Alors, une petite question, parce que tu nous as un petit peu volé quand même. Quand tu nous as montré les experts, tu nous as montré le temps, parce que c'est un pattern miner, donc c'est le truc le plus important. Tu nous as montré l'utilité pour ça, ok. La diversité, je sais que ça vient de ta méthode, mais quand même, tu as regardé un petit peu si justement tes choix de proba faisaient qu'effectivement, tu avais bien un ensemble de trucs divers. Alors, expérimentalement, je peux montrer la diversité qu'on a une diversité expérimentalement. D'abord, du fait que, parce que là, chaque point, je ne l'ai pas dit, chaque point est un motif. Chaque point. Là, si je prends par exemple une contrainte de taille maximale égale à 8, on a plusieurs. Donc, aussi, les motifs qui sont de là à là sont tous, ne sont pas les mêmes. Oui, tu veux dire, c'est ABCD, ABC2, ABCF. Voilà, oui, mais ce n'est pas le même motif. Et aussi, c'est un logarithme, donc il y a une. La diversité, je pense que c'est naturellement, donc ces algos-là. Moi, j'ai peine carrément à trouver une mesure pour dire que voici la diversité. Je n'ai pas encore trouvé une mesure pour calculer la diversité de l'échantillon obtenu. Jusque-là, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Voilà, mais cette diversité-là, je n'arrive pas à mesurer cette diversité. Par contre, expérimentalement, on peut montrer, en faisant une représentation, on peut montrer effectivement que ces mesures, les motifs retournés sont divers. Et ce qu'on se dit, c'est qu'avec une probabilité, puisque c'est non déterminé, il y a forcément une diversité. Au final, voilà.
Ok, merci. Voilà. Une question rapide, avec une réponse rapide. Et il y avait une remarque à distance, pour une fois, en fait, faire passer les gens. Qui était lié, en fait, je pense, à la réponse et à la question. Donc, qui était sur est-ce qu'on peut imaginer une distance entre motifs? C'était Peggy. Il y a eu une mot jacquard qui a été un petit peu. C'était Peggy qui avait proposé ça. Encore Adrien. Donc, si on regarde par rapport aux travaux de Mario Bollé, où tu fais du two-step sampling, dans ces travaux aussi, ils font du sampling pour des mesures discriminantes, donc des motifs qui apparaissent beaucoup plus pour une classe que pour l'autre. Mais le coût de la première étape devient prohibitif. Et est-ce que toi, tu pourrais faire ça et avec du coupling from the past? Alors, le coupling from the past, parce que la méthode coupling from the past, le problème c'est que ça n'intègre pas des contraintes de taille. Voilà. Et ici, on a besoin de ces contraintes de taille-là. Ce regroupement est vraiment très important pour tirer par la suite, pour cette phase de tirage du motif. Quand on connaît la taille, donc le nombre d'items que doit contenir le motif, par la suite, le reste c'est facile. Mais sans cette information-là, il est un peu difficile de tirer le motif. C'est pour cela que coupling from the past, alors, je ne sais, je sais pas, mais je pense que c'est trop difficile d'intégrer des contraintes de taille avec coupling from the past. Je ne pense pas que c'est possible. Donc, je ne pense pas. Je vous en discuter à la pause. Il y avait peut-être une question rapide de Bruno. En fait, oui, c'était la même question qu'Alexandre. J'aurais juste posé en plus par rapport aux approches simples que tu as citées dans le diagramme, qui sont en fait assez réputées du point de vue de diversité. Et si tu avais une façon, disons, de quantifier, de qualifier le choix du coup de l'approche two-step par rapport donc, aux approches SAT et MCC. Je propose que la réponse soit à la pause. Ça vous laisse le temps d'y réfléchir. D'accord, bon, ok. Parce que là, on est en train de déborder. Ok. Alors peut-être une petite réponse, le temps que Pierre Naudet puisse charger sa présentation. Ça laisse 30 secondes pour répondre à Bruno. 30 secondes de réponse. En termes de comparaison avec Mario Bollé, là, c'est juste côté tirage. Donc, côté tirage, on est toujours meilleur en utilisant des contraintes de taille. Mais côté pré-processing, Bollé est vraiment meilleur. On va en discuter encore parce que peut-être que je n'ai pas bien compris la question, mais on va en discuter. Je propose qu'il y ait un cluster de data miner à la pause. Voilà, on va en discuter après. Merci. Donc, la prochaine présentation, c'est une présentation de Pierre Naudet sur la reconsidération préférentielle pour l'apprentissage bi-qualité. 10 minutes de présentation. Vous mettez là, ailleurs. Vous mettez comme ça. Moi, je vais me mettre vers là, mais je vais beaucoup bouger. Alors, la caméra va pas de tracking. Non, non, ça va, je ne vais pas vous aider. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Pierre Naudet, je suis doctorant à Orange en 2e année, j'ai commencé ma 3e année, et je vais vous proposer un travail qui s'appelle Repondération préférentielle pour l'apprentissage d'utilité, que j'ai fait avec mes 3 encadrants qui sont Vincent Lemaire et Alexis Bondu qui sont à Orange, et Antoine Cornel-Jol qui est professeur à Polytech. Et c'est vrai que c'est des mots qui sont peut-être pas forcément parlants, donc on va commencer par les 2 derniers mots du titre, qui est l'apprentissage d'utilité. Alors, tac. C'est juste les petites touches pour changer les slides. Ah, je peux faire l'instant. On n'a pas. Ok, je le ferai. Voilà. Alors, du coup, l'apprentissage d'utilité, en fait, c'est un cadre d'apprentissage en fait, qu'on peut appeler faiblement supervisé. Bon, en fait, le data scientist il a à disposition 2 jeux de données à l'apprentissage. Un jeu de données qu'on va appeler jeu de données fiable, qui va contenir des individus qui sont étiquetés. Ils ont tous une étiquette qui est la vraie étiquette, qui est la vraie vérité quoi, par rapport à la tâche de classification d'intérêt. Et puis on a un autre jeu de données, qui est un jeu de données non fiable, qui va contenir des individus étiquetés, mais avec potentiellement de mauvaises étiquettes, en fait. Et on n'a aucune hypothèse sur en fait,
les étiquettes et le concept vraiment du jeu de données non fiable, on a juste que il y a une différence de concept en fait entre les deux datasets. Alors, il y a juste deux caractéristiques que je vais introduire ici pour décrire en fait un cadre de travail de l'apprentissage d'e-qualité. C'est donc P. P, ça va être le ratio de données fiables, et on va avoir Q qui est la qualité des données non fiables. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans ce setup, c'est que voilà, on n'a vraiment aucune hypothèse qui est faite sur l'origine des mauvaises étiquettes. En fait, il peut y avoir plein de raisons différentes. On peut avoir des étiquettes bruitées parce qu'on a eu des annotateurs, voilà, c'est le plus simple, des annotateurs qui sont trompés en étiquetant les individus non fiables. Mais on peut aussi avoir, par exemple, des données qui viennent de très loin dans le passé, qui sont des étiquettes issues d'un autre modèle de machine learning. Ça peut aussi être des étiquettes qui proviennent d'une autre tâche de classification, mais peut-être un peu liées à la tâche, à la vraie tâche. Donc voilà, il y a plein de cas. Ouais. Et alors, ce qui est assez intéressant en fait avec l'apprentissage de qualité, c'est qu'avec nos encadrants, on a proposé un autre travail à IGCNN 2021. Plutôt dans l'année, on a juste proposé une nouvelle vision de l'apprentissage faiblement supervisé, avec une sorte de cube, en fait. Et ce qui est assez rigolo, c'est que l'apprentissage de qualité, en fait, ça forme un des plans de ce cube. Et donc, c'est sur la partie à droite, en fait, on peut voir le plan ou le rectangle de l'apprentissage de qualité. Et ce qui est plutôt cool, en fait, avec ça, c'est que si on regarde, donc on a deux axes qui sont P et Q, qui sont le ratio de données fiables et la qualité. Et si on regarde un peu ce rectangle, on peut voir que en fait, les arêtes du rectangle, c'est des cas d'apprentissage faiblement supervisés ou non supervisés qu'on connaît assez bien. On arrive à retrouver, en fait, quand PO1, on n'a que des données fiables, qu'on est dans l'apprentissage supervisé. Quand on a une qualité qui est nulle et pas de données fiables, on pourrait se dire que voilà, on se trouve dans le cas d'apprentissage non supervisé. Donc c'est plutôt cool de voir toutes ces arêtes qu'on arrive à reconnaître. Et puis, au milieu, on a toute une nouvelle gamme en fait, de problèmes qu'on pourra traiter avec ça. Alors maintenant, on a ce cadre, ok, on est dans ce cadre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour apprendre des modèles d'apprentissage sur des données de qualité? Donc donc, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on a un risque de classification avec notre classifieur, et on veut venir minimiser notre tâche fiable en fait sur l'ensemble des deux jeux de données, tracés et non tracés. Donc, on va écrire voilà, juste la définition du risque empirique, voilà, comme ça, définition motrique, hop. Et puis après, on déroule et on se dit, bon, on a nos points qui sont sur l'ensemble des deux jeux de données, puis on va le séparer en fonction de si on est trusted ou pas. Donc, on va mettre s'il est non trusted, donc on a la probabilité, on met le risque. S'il est dans le dataset non fiable, hop, on a le risque. Et là, on a un problème. Sur la deuxième ligne, c'est qu'on aimerait apprendre le concept de confiance, sur les jeux de données non fiables. Et ça, c'est pas possible. On n'a pas d'exemples qui sont issus de ce truc. Du coup, nous, ce qu'on propose, voilà, c'est de modifier un petit peu cette deuxième ligne et d'introduire surtout une fonction G, en fait, qui va être une fonction de correspondance. On va venir essayer de modifier notre jeu de données non fiable pour qu'il ressemble plus au jeu de données fiable. Quoi. Et après, on suggère 3 sous-cas, parce que là, c'est un peu compliqué. On suggère 3 sous-cas. Le premier sous-cas, c'est d'essayer de corriger les étiquettes. Donc là, G, il va venir influer uniquement sur les étiquettes de jeux de données non fiables. On peut avoir aussi, on peut essayer aussi de modifier les exemples carrément du jeu de données non fiables en les faisant bouger dans l'espace des variables. Ou alors, on peut essayer aussi tout simplement de donner un poids à chacun des exemples, en fait, du jeu de données non fiable, en venant modifier la loss, mais en dehors, en mettant un petit peu de pour chacune des personnes. Et aujourd'hui, on va s'intéresser en fait au troisième cas. On va essayer de proposer un algorithme qui repondère tous ces exemples non fiables pour que tout se passe bien. Ok, c'est parti. Alors du coup, voilà, ça paraît un peu boum, l'équation d'un coup. En fait, c'est très très simple. Ce qu'on fait, c'est on utilise une vieille astuce en fait d'apprentissage sur des données avec des décalage de covariables. En fait, on va juste venir introduire la dérivée de Radon-Nikodym du concept fiable en fait par rapport au concept le concept de confiance par rapport au concept de douteux. Quoi. Donc ici, en fait, on va juste faire apparaître un peu fictivement ce ratio. Et après, on va venir le simplifier un peu plus bas dans les équations pour arriver à un bêta en fait, où on a une sorte de ratio de concept.
On n'a pas fait d'hypothèse, on a dit qu'il n'y avait pas de décalage de covariable entre les deux jeux de données, justement. Vous pouvez voir ligne 5, en fait, qu'il y a, ici, on va venir simplifier les probabilités de X entre les deux jeux de données, il n'y a pas de décalage de covariable. Et donc, on a un bêta ici à estimer qui est un ratio de concept, quoi. Et comment on va faire pour l'estimer? Bon, bah, nous, on ne s'est pas trop pris la tête, hein. En fait, sur l'algorithme à droite, on a les deux premières lignes. On va prendre un classifieur sur le jeu de données non fiable, un classifieur sur le jeu de données fiable, et puis on va faire la division, en fait, la sortie de ces deux classifieurs pour chacun des points, pour chacun des exemples non fiables, en fait. On va venir à ligne 4 prendre FT sur FU pour l'exemple non fiable. Puis après, juste pour que ce soit joli, on a mis un point de 1 pour tous les exemples fiables. Et une fois qu'on a réussi à estimer tous nos poids, comme ça, et ben on va prendre un classifieur sur l'ensemble des deux jeux de données qui seront repérés par bêta. Puis à la fin, on va prendre notre classifieur humain. Du coup, comment on fait pour réaliser un protocole expérimental sur la potentialité? Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le choix de prendre des jeux de données réels qui viennent de l'UCI ou de jeux de données d'active learning, etc. Et on va effectivement les transformer en jeux de données qualité. Donc d'abord, on va les séparer en deux, en fait. On a un jeu de données fiable et non fiable. Donc là, on va prendre des P, c'est un peu arbitraire, de 2, 5, 10 et 25% en fait, de jeux de données qui seront mis de côté pour le jeu de données fiable. Et du coup, pour le jeu de données non fiable, on va devoir simuler des faiblesses en supervision. Donc nous, on en a choisi deux. Alors la première, c'est on va bruiter complètement aléatoirement tous les exemples. C'est-à-dire que les individus, ils auront la même probabilité R qui est fixée par avance d'avoir une étiquette aléatoire choisie dans l'ensemble des classes. Donc voilà, et là, du coup, la qualité, ça sera 1 moins cette probabilité, quoi. Là, c'est complètement aléatoire. Puis on essaie de faire un truc un peu plus compliqué quand même, avec du bruit qui est prévisible. Donc en gros, on va avoir une probabilité de bruité pour chacun des exemples, qui sera dépendant de lui-même, de ces variables. Bon, du coup, il y a une petite équation en bas, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, l'idée, c'est plus on va prendre en fait un classifieur F total par avance sur tout le jeu de données. On va regarder sa frontière de décision, en fait, et cette équation va juste vous dire que plus un point est proche de la frontière de décision du classifieur, plus il aura chance, en fait, d'être bruité. Voilà. Et c'est ce bruit qu'on va utiliser. Et après, du coup, s'il est bruité, il y aura une étiquette aléatoire. Et du coup, là, du coup, la qualité Q ici, c'est l'état qui vient de l'équation Mondialet, quoi, qui va dire plus l'état sera petit, plus la qualité sera quoi. Et du coup, la qualité, on va prendre 11 points de 0 jusque. Et du coup, petite partie résultat. Alors du coup, déjà, premièrement, on va vérifier en fait que la méthode, elle fonctionne bien, en fait, parce que si en elle-même, elle ne fonctionne pas très bien, c'est un peu dommage. Donc là, ce qu'on peut voir par rapport aux baselines un peu évidentes qui sont juste à prendre sur le jeu de données fiable ou juste le jeu de données non fiable ou sur les trucs mélangés, on voit que en termes d'erreur, on est toujours en dessous et on a la courbe en trait plein qui est toujours tout en bas. Quoi. Donc là, c'est un truc complètement choisi parmi les 20 datasets, hein, c'est cherry pick, mais bon, c'est comme ça, il faut bien le faire. Et puis pareil, à droite, on a, en gros, on va regarder comment les poids, en fait, qu'on calcule, qu'on estime, évoluent en fonction de la qualité. Pareil, sur un exemple de cherry pick. On peut voir que, voilà, quelle que soit un peu la qualité du jeu de données non fiable, nos poids sont quand même plutôt pas trop mal estimés. Quoi. Du coup, là, c'est un petit tableau où on regarde si Rabiel se comporte mieux que ses compétiteurs. On a pris 2-3 compétiteurs des là. En vrai, ça se comporte plutôt bien. On est meilleur en moyenne en précision sur tous les jeux de données. Quoi. Et ce qui est surtout très cool aussi, c'est qu'en fait, la variance de cette précision, c'est vraiment la plus faible. Donc, c'est une méthode qui est plutôt stable en fait quand la qualité change au cours du temps. Donc, c'est vraiment plutôt cool. Quoi. Bon, là, il y avait des trucs très jolis avec des Wilcoxon, j'étais un peu amusé, mais tant pis. Et du coup, les take-home messages, donc on a proposé une formalisation générale en fait, de l'apprentissage de qualité. On a étudié une des familles d'algorithmes qu'on avait suggérées. On a proposé un algo qui marche très bien sur des données, c'était des jeux de données tabulaires.
avec des bruits, enfin des faibles centres supervision qui peuvent être compliqués, avec du bruit prévisible, c'est très rare que des méthodes avec radar fonctionnent là-dessus. On a identifié d'autres familles, on a fait la repondération, donc on pourrait aller faire quelque chose d'autre avant, on pourrait faire bouger l'exemple, ça a l'air assez marrant quand même dans l'espace des features, ou même corriger les étiquettes. Et surtout, on aimerait bien étendre ça au cadre du décalage de covariables. Et là, on l'a pas inclus. C'est un peu dommage parce que dans la vraie vie, ça arrive en fait qu'il y ait du décalage de covariables entre jeux de données non fiables et fiables. Parce que si les données sont du passé, elles sont plus adaptées. Ou si on fait de la détection de fraude, les données fiables seront prises un peu spécifiquement parce que ce sera les gens les plus amènes de faire des attaques de cybersécurité. Donc on verra un peu ça. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Thomas. Thomas et Daniel. Ma question, c'est sur finalement la notion de fiabilité. Pour moi, ça potentiellement plein de choses différentes. Et quand je vois le travail, en fait, je trouve qu'il y a une hypothèse forte sur l'idée que finalement on puisse avoir une distribution cohérente de données non fiables. Et selon en fait ton cas d'application, j'ai l'impression que ça peut ne pas marcher ou non, bien sûr. Donc peut-être caractériser un peu plus le type de fiabilité auquel tu t'intéresses. Ouais, bien sûr. Alors, bon, là, on a fait. Donc, là, c'est juste sur. Bon, pour la référence de concept, là, on a fait que du bruit d'étiquetage. Fait que du bruit d'étiquetage aux experts. On a fait autre chose. Moi, j'ai fait autre chose, en fait, que je n'ai pas pu présenter sur des étiquettes qui viendraient d'un autre classifieur, en fait, qui aurait. On veut faire, par exemple, on veut gérer du cycle de vie des modèles, on veut apprendre des modèles sur des choses qui ont été étiquetées par un autre, etc. Pour du temps, on peut le calculer, je sais plus comment on appelle ça, learning, un truc comme ça. Donc on a fait ça aussi, ça marche très bien. Et après, ouais, sur le décalage de covariables, c'est évident qu'il faut le faire, je suis en train de travailler dessus. En vrai, même sans modification, en fait, c'est un peu bizarre parce que les maths se disent que c'est pas censé marcher, mais en fait, ça marche quand il y a du décalage de covariables aussi. Voilà, empiriquement, ça marche pas en mathématiques, parce que je fais la simplification. Mais ça marche et là, je suis en train de justement adapter l'algo à ça. Et pour moi, c'est vraiment le truc le plus important parce qu'effectivement, le jeu de données non fiables sera probablement pas représentatif. Et puis pareil, le jeu de données fiables non plus parce que voilà, les annotateurs, ils vont peut-être dévier aussi. Donc, on travaille là-dessus. Oui. Merci pour ta présentation. Je veux savoir, est-ce que tu as une symétrie entre tes données fiables et non fiables? Ce que je veux dire, c'est que tu as l'hypothèse que tes données sont fiables. Ouais. Est-ce que si tu inverses l'un et l'autre dans ton process, tu obtiens la même chose ou pas? C'est-à-dire que c'est les jeux de données non fiables qui est la tâche d'intérêt? Oui, par exemple. Ou alors tes deux jeux de données, tu n'es pas sûr de leur fiabilité, mais elles sont non fiables pas de la même manière, par exemple. Ah non, là ça marche bien. En vrai, on a vraiment en fait, vraiment en termes de mathématiques, en fait, ici, ce qu'on fait, c'est que le schéma de pondération là, il fait l'hypothèse que c'est le jeu de données fiable contient vraiment des exemples. Enfin, le concept qui nous intéresse. Quoi. Si c'est plus bon, ça marchera plus. D'accord, merci. Bon, bien. Merci beaucoup. Merci à vous. On va poursuivre le dernier exposé. On a un peu de retard, mais parce qu'on a des discussions intéressantes, des exposés intéressants. Donc le dernier exposé est celui de Rémi Baudenne, qui sera en visio, sur la détection d'anomalies contextuelles dans un graphe attribué. Okay. Merci pour l'introduction. Vous m'entendez bien? Ouais. Oui, très bien. Parfait. Donc, en effet, je suis Rémi Baudenne. Je vais vous présenter les travaux que j'ai faits durant ma thèse au laboratoire Hubert Curien à Saint-Étienne sur la détection d'anomalies contextuelles dans un graphe attribué. Alors, d'abord, quelques chiffres et une présentation des anomalies. Donc, une anomalie, c'est une observation qui diffère des autres observations.
à tel point qu'on peut la soupçonner d'être générée par un mécanisme différent. Donc ça, c'est une définition d'Hawkins. Et on va donc s'intéresser à des éléments de nos données qui sont extraordinaires d'une certaine façon. Quelques chiffres, en France, on a entre 60 et 80 milliards d'euros de fraude aux taxes par an. Ça représente plus que le budget de l'enseignement supérieur. Les 20% des revenus de taxes en France sont donc disparus. Et on arrive à en retrouver environ 8 milliards, donc sur ces entre 60 et 80. Et on va s'intéresser pas mal aux réseaux dans ma présentation. Donc un petit chiffre sur les réseaux sociaux, où en 2017, on a réussi à trouver 350 000 bots interconnectés qui interagissaient et qui influaient sur l'ensemble de Twitter. Donc, comme je le disais, on va travailler sur des données relationnelles et deux exemples de données relationnelles typiques aujourd'hui, c'est Facebook, où on a 3 milliards d'utilisateurs, donc ça représente une masse de données très très importante. Et on a aussi Twitter, où là on peut compter à peu près 200 millions d'utilisateurs quotidiens. Et donc là-dedans, on va utiliser des modèles d'apprentissage profond pour arriver à détecter des anomalies. Il existe pas mal de différents types d'anomalies dans les graphes. On en a déjà évoqué différents types dans les présentations précédentes. Ici, on peut noter qu'on peut avoir des nœuds qui dévient dans des lois de puissance. C'est un des travaux, si ça vous parle, de Hotball, par exemple. On peut avoir des nœuds dont les features dévient de ceux de leur communauté dans des graphes où on a des communautés et des features. Dans un graphe où on aura seulement des communautés, on peut chercher les liens entre ces communautés et s'attendre à ce que ce soit des anomalies parce qu'ils ne devraient pas être là. Et enfin, dans des graphes seulement attribués, où on n'a pas forcément de communauté, on peut s'intéresser aux anomalies contextuelles. Ces anomalies n'ont jusque-là pas été définies et approchées dans les graphes, et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc un exemple illustratif, c'est le suivant. On a un réseau qui en fait peut être découpé au milieu, donc les deux parties sont loin dans le réseau. Et on a deux entreprises, l'entreprise A et l'entreprise B, qui ont toutes les deux un chiffre d'affaires supérieur à 10. Elles ont des employés, un comptable, un chef, un directeur tout simplement. Et l'entreprise A va être étiquetée comme frauduleuse, comme anormale. Et la question, ça va être quelle est l'étiquette qu'on doit attribuer à l'entreprise B. Cette information, elle va devoir être trouvée par notre modèle seulement en se basant sur le contexte de l'entreprise A pour l'apprentissage et le contexte de l'entreprise B pour le test. Et ce contexte, en fait, c'est simplement le voisinage d'ordre 1, d'ordre 2, on ne sait pas trop. Ça va être au modèle de trouver. Et donc, si on formalise ça, on prend un graphe attribué avec un ensemble de nœuds, un ensemble de liens et une matrice de features où, en fait, chaque ligne de la matrice va être le feature vecteur des nœuds. Et comme hypothèse, on va supposer qu'il existe un sous-graphe inconnu qu'on va appeler le contexte et un nœud spécifique dans ce sous-graphe. Et à chaque fois que ce sous-graphe apparaît dans les données, on va identifier le nœud correspondant comme étant une anomalie. Et donc, notre but, c'est de trouver ces anomalies dans le graphe, mais on ne connaît jamais le contexte qui rend ces nœuds anormaux. Donc, on a un système de classification à deux classes dans un contexte semi-supervisé. Donc, si on regarde le petit graphe en dessous, on a des étiquettes avec les flèches bleues qui sont les nœuds normaux, des étiquettes avec les flèches rouges qui représentent les nœuds anormaux, et puis des points d'interrogation qui sont l'ensemble des nœuds à étiqueter dans le futur. Pour ça, on utilise un GNN, donc c'est un réseau d'attention pour les graphes qu'on a modifié, où la première étape qu'on a rajoutée, c'est une transformation affine globale, où en fait on va plonger chacun des nœuds dans un espace de dimension assez faible. Ensuite, on divise le calcul entre différentes têtes d'attention, donc différentes
calcul parallélisé, tout simplement, où on va replonger, cette fois-ci localement, grâce à l'équation de les nœuds dans un autre espace, où en fait, généralement, il se passe juste des rotations pour que l'apprentissage se passe bien. L'étape 3, c'est un mécanisme d'attention où, grâce à l'équation 3, on peut apprendre une représentation pondérée par un vecteur UC, et le produit lambda IC fois lambda JC, en fait, c'est une comparaison terme à terme de chacune des représentations des nœuds. Et en pondérant ça par UC, on va pouvoir sélectionner les coordonnées des représentations qui sont les plus importantes pour la classification future. L'équation 4, c'est simplement un softmax pour normaliser les choses et que ce soit dérivable. Et la dernière étape de notre réseau, c'est d'agréger tout ça. Donc, on va apprendre la nouvelle représentation d'un nœud comme étant une combinaison linéaire pondérée des représentations des voisins. Donc, ça, c'est tout ce que veut dire la partie gauche de l'équation. Et sur la partie droite, on concatène en fait l'information qu'il y a sur chacune des têtes d'attention et puis on applique une fonction sigma prime non linéaire, typiquement un softmax si on est en sortie du réseau. Le problème majeur dans ce type de travail, c'est qu'on n'a pas de données étiquetées avec des anomalies contextuelles, ou en tout cas, elles ne sont pas librement disponibles. Donc, on a proposé un système pour générer ces données, qui est relativement simple pour l'instant. La première étape, c'est de choisir un contexte qui va décrire nos anomalies dans le futur. On choisit aussi un graphe qui n'a pas d'attributs. Ensuite, on va rajouter ces attributs à chacun des nœuds du graphe. Donc, pour nous, ce sera des one-hot vecteurs, donc des vecteurs qui n'ont que des 0 et 1, 1 à un endroit. Et on va identifier ces vecteurs en fait à des couleurs. Et la dernière étape, c'est de trouver les anomalies. Donc, en fait, lors du processus de génération des anomalies, on connaît le contexte qui génère les anomalies. Donc, on peut trouver tous les nœuds qui sont anormaux dans notre réseau et s'en servir ensuite. Alors, on a utilisé 6 graphes différents. Donc, on a des graphes générés, le R-Dosrini, le Denser et le LFR, et puis des graphes qui sont de l'état de l'art, un graphe extrait de Facebook, un Polblogs et un graphe de Cora, qui sont des graphes de co-citation, avec des tailles de nœuds, enfin des nombres de nœuds qui évoluent entre 1000 et 10 000, et puis des nombres de liens qui sont très, très disparates aussi. On a utilisé différents types d'anomalies. Alors, on peut les diviser en 2 groupes. Le premier groupe, qui sont A0, A1, A2, ce sont en fait des anomalies qui sont définies par un contexte où l'information réside exclusivement sur les voisins, et donc l'information du nœud lui-même n'est pas utile à la détection de l'anomalie. Donc, A0, ça va être j'ai un voisin bleu et j'ai un voisin vert, au minimum. A1, ça va être j'ai au moins un voisin bleu et un voisin vert, ou j'ai au moins un voisin bleu et un voisin rouge. Et pour A2, ce sera j'ai au moins un voisin bleu et un voisin vert, ou j'ai au moins un voisin jaune et un voisin rouge. C'est ça qui va décrire nos contextes. On a A3, A4, A5, A6 aussi, qui sont d'autres types d'anomalies où l'information sur le nœud lui-même est importante pour pouvoir classifier correctement. Et donc, avec une barre, ça rajoute juste une condition sur le nœud lui-même. Donc, A3, ça va être mon nœud est jaune. A4, c'est le nœud doit être jaune et il a au moins un voisin bleu. A5, c'est le nœud est jaune, il a au moins un voisin jaune et il a au moins un voisin bleu. Et A6, c'est le nœud est jaune ou il a au moins un voisin jaune et un voisin bleu. Donc, pour apprendre notre modèle, on va découper les données qu'on a générées précédemment en 3 sous-ensembles. D'abord, on a l'ensemble d'apprentissage qui va être constitué de 50% des anomalies du réseau et auquel on ajoute autant de nœuds normaux. Comme ça, on a un ensemble d'apprentissage qui est équilibré. Pour la validation, on fait la même chose, mais aussi avec 25% des anomalies et donc autant de nœuds normaux.
Et pour le test, on va prendre 25% des anomalies, donc celles qui restent, et on prend aussi 25% des nœuds normaux parce qu'on n'a pas le droit de modifier le G-test, on ne connaît a priori pas sa constitution. On va comparer notre approche à d'autres approches de GNN, qui sont GraphSage, les réseaux d'attention GAT, les réseaux d'attention sur graphe, et les GCN, les réseaux de convolution sur graphe. Et on s'aperçoit, par exemple, sur l'anomalie A0, que notre méthode en précision est capable de performer bien mieux que la plupart des autres approches, presque tout le temps. Si je vous montre d'autres résultats sur l'anomalie A4 où l'information du nœud lui-même est importante, on s'aperçoit aussi que notre méthode est celle qui marche le plus souvent le mieux. Pour donner des résultats globaux, on voit qu'on a fait 42 expériences, donc sur 6 graphes différents et 7 types d'anomalies différents, où notre méthode a été la meilleure 33 fois. Pour les types d'anomalies où l'information du nœud n'était pas nécessaire, on est meilleur 17 fois sur les 18 expériences, et pour les types de nœuds où la formation sur nœud était nécessaire, on est meilleur plus que 16 fois sur 24, mais on reste quand même avec des taux de précision très importants. Donc, on a pu voir ici qu'on a défini ce qu'étaient les anomalies contextuelles, on a proposé un générateur pour créer des données avec des anomalies contextuelles à l'intérieur. On a aussi proposé une méthode de détection de ces anomalies contextuelles et une évaluation expérimentale de la méthode. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, ce sera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions sur... Rien? Alors, moi j'ai une question dans les exemples d'anomalies que vous avez faits. Enfin, c'était uniquement quand même des anomalies qui portaient plutôt sur la couleur d'un nœud, enfin, donc sur un attribut. Comment votre méthode se généralise sur des vrais graphes attribués où au nœud on n'a pas seulement une information de couleur, mais éventuellement plusieurs attributs dont des Une très bonne question. C'est une des étapes qu'on vise à atteindre en fait dans la suite, où on sait que là nos anomalies sont définies assez simplement. Les attributs des nœuds, c'est juste un seul 1 et puis que des 0, ce qui est assez loin des cas réels. Donc, la réponse, c'est on ne sait pas encore comment est-ce que ça va se comporter, mais un de nos objectifs, c'est de complexifier la génération des attributs, donc soit passer à des attributs avec plusieurs 1 dans les vecteurs, soit même à des attributs numériques. Et là, ouais, on essayera de redéfinir différents types d'anomalies et essayer de faire en sorte que notre modèle performe toujours bien pour trouver ce genre d'anomalies. Mais la réponse, c'est on ne sait pas encore. D'autres questions? J'en ai peut-être une dernière. Vos anomalies, ils ont été engendrées avec des formules logiques. Oui. Après, vous faites étiqueter, savoir si vous avez retrouvé l'anomalie ou non. Est-ce que vous seriez capable après de retrouver l'explication, c'est-à-dire de retrouver cette formule logique qui a permis d'engendrer l'anomalie? Très bonne question. Ça va être publié dans un futur, on espère, plutôt proche. Mais en effet, on a travaillé sur une phase d'explicabilité du modèle de décision où notre but, c'est donc de retrouver les contextes qui sont définis ici grâce à notre modèle de détection. Donc en fait, on a un modèle explicatif qui vient se fixer à la suite du modèle de classification qui, lui, est capable de retrouver avec une très bonne précision le contexte qui a généré les anomalies. Donc, on peut avoir une pipeline qui va de la génération de données à la détection d'anomalies pour enfin retrouver le contexte qui a généré les données à la base.
Une question alors, rapide, hein, parce qu'on est, comme on dit, on se rappelle. Du coup, si j'ai bien compris, en fait, les valeurs, enfin, de l'anomalie, je dirais, enfin, elle est encodée en one hot encoded. Et est-ce que si justement on fait un encodage, justement pas avoir avec les valeurs 0,1, mais avec des valeurs continues, enfin proches, est-ce que ça brouille vraiment, est-ce que ça changerait quelque chose vraiment à votre modèle? Est-ce qu'il détecterait quand même, par exemple, je sais pas, mettre des valeurs un peu aléatoires dans 0, enfin, par exemple plutôt 0,8 que 0,12, enfin quelque chose un peu. Donc, si on garde la structure où on n'a que des zéros et une valeur non nulle, mais on met une valeur continue au lieu de mettre un 1, c'est ça? Ouais, justement, au lieu de mettre des zéros, mettre quelque chose qui va être par exemple entre 0 et. Enfin, qui est probabilité qu'elle soit vraie, par exemple, je sais pas. Et quand c'est, par exemple, jamais 0, mais toujours, enfin, je sais pas, 0,1, 0. Enfin, Donc, ouais, on met que plein de 0,1 et puis il y en a un qui serait à 0,8 ou quelque chose comme ça. Du coup, des valeurs générées. Enfin, Ouais. Ouais, ça revient à la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, c'est que pour l'instant, nos anomalies, elles sont générées assez basiquement. Et en fait, on avait plusieurs pistes de recherche. C'était soit on essayait de faire la détection et il nous fallait des données. Donc, on générait des données rapidement et puis on s'attardait sur la détection. Ou est-ce qu'on passait plus de temps sur la génération des données et on avait du coup moins de temps pour faire de la détection? On a conscience que notre modèle de génération n'est pas infaillible et qu'il est très simple. Et ça fait partie des pistes qu'on envisage d'explorer pour améliorer le système de génération. Donc la réponse, c'est toujours on ne sait pas trop. Mais ouais, c'est clairement quelque chose qui nous intéresse par la suite. Alors, il va nous falloir clore cette session. Si vous avez des questions, il y a Christine Argeron qui est présente, donc il pourra répondre, j'imagine, aux questions. Donc, je vous remercie. Alors, on remercie Rémi. Nous avons un peu pris de retard, mais Cécile peut les exposer, c'est intéressant. Ouais. Moi, j'arrive pas à l'école. Ouais, je vous invite à switcher vers du coup l'autre réunion là, pour la session d'après qui commencera avec un peu de retard. Je vais remettre le lien dans le chat pour que vous puissiez directement y accéder. Alex, je vais raccrocher de toute façon là non, il se reconnecte. Ouais, moi dans 5 minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la réunion. Donc de toute façon, ça va raccrocher automatiquement pour tout le monde, mais tu peux déjà raccrocher et te connecter à la prochaine avec l'ordinateur de l'amphi. Ok. Je crois que c'est la bonne session.